Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo point lecture. Point lecture, mais je vais commencer par le dernier film que j'ai regardé. Alors, pas le dernier film que j'ai vu au cinéma, mais le dernier film que j'ai regardé chez moi, qui n'est autre que La Petite Sirène, version Disney, version film, voilà. Mais qui est presque un copier-coller du dessin animé. Alors j'en avais un petit peu parlé déjà dans le reading vlog, bah bof bof quoi, j'ai pas, voilà, parce que souvent c'est des copier-coller de l'histoire de Disney. Moi j'avais bien aimé La Petite Sirène en dessin animé. Celui-là est pas extraordinaire. J'ai pas trouvé les acteurs terriblement charismatiques. La Petite Sirène, ouais, elle est mignonne, mais c'est tout. Le prince Eric est pas très charismatique. Celui qui joue le père de la Petite Sirène, c'est Javier Bardem. On a un petit peu de mal à le reconnaître d'ailleurs, mais bon, c'est quand même un très bon acteur. Là, c'est pas trop ce qu'il est venu faire là-dedans. Voilà, ce que j'avais dit déjà dans le Reading Vlog, mon personnage préféré, ça reste Sébastien, le petit, ou Sébastien selon les versions, qui est le petit crabe, voilà, qui chante sous l'océan. C'est celui qui m'a le plus plu, avec aussi un petit peu la méchante, mais même, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. C'est un peu caricatural. Alors, c'est vrai que j'ai vu le dessin animé il y a très longtemps aussi, donc bon, c'est sûr qu'on n'a peut-être plus les mêmes goûts, mais par exemple, j'avais bien aimé voir la Belle et la Bête avec Emma Watson. Là, bah bof quoi. Mes enfants n'ont pas regardé, donc je peux même pas vous donner l'avis d'un enfant par rapport à ce dessin animé. Il faudrait voir avec une petite fille. Je pense qu'une petite fille aimerait beaucoup, voilà, voir la petite sirène en vrai. Il n'y a pas de scène violente ni rien, donc vous pouvez y aller tranquillement. Donc voilà, donc pas, c'était vraiment une curiosité, c'était pas extraordinaire. Là, il me reste alors un point lecture à vous faire sur mes dernières lectures de janvier. Je suis pas très en avance sur mes points lecture. Bon, je vous ai fait moment, vous avez dû avoir la dernière vidéo où je vous ai fait le point lecture avec toutes mes lectures pour le prix du juré de Polar Point. Donc là, je vais essayer de pas me mélanger. Alors, je vais pas vous mettre par ordre de préférence, je vais vous mettre par ordre dans lesquels je les ai lus pour pas me mélanger les pinceaux. Alors là, c'est un des derniers que j'ai lu en janvier. C'est marrant parce que ce livre m'avait pas davantage. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et je me rends compte qu'il reste. Ça fait quand même un mois que je l'ai lu. Ouais, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu. Et je me dis, bah, il me reste bien en mémoire. C'est la balade, je ne retiens jamais, du serpent et de l'oiseau moqueur. C'est le préquel de Hunger Games, donc toujours de Suzanne Collins, pardon, aux éditions PKJ. Bon, la couverture n'a rien d'extraordinaire, hein, voilà, c'est bien. Il fait combien de pages? Ouais, il fait ouais, plus de 500, ouais, près de 600 pages quand même, mais il se lit très bien. C'est vrai que PKJ, c'est très aéré en plus. Donc c'est un préquel à Hunger Games, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Hunger Games. Voilà. Dans Hunger Games, vous avez en fait le pays est divisé en districts et vous avez un district qui a la main mise sur tous les autres et les districts les plus pauvres crèvent de faim et donc on a l'héroïne du district, je ne sais plus, 12 peut-être, je ne sais plus. Voilà, c'est le district le plus pauvre, il crève de faim et on suit une jeune fille, Katniss Everdeen, qui chasse alors qu'elle n'a pas le droit dans la forêt pour nourrir sa mère et sa sœur. Et tous les ans sont organisés ce qu'on appelle les Hunger Games, c'est-à-dire que chaque district doit fournir deux jeunes gens, un garçon et une fille, tirés au sort ou volontaires pour participer aux Hunger Games. Celui qui gagne gagne de l'argent, mais gagne aussi un an de nourriture, voilà, pour tout son district. Katniss, bon, bien sûr, elle se tient un petit peu loin de tout ça. Malheureusement, sa sœur va être tirée au sort, donc elle va se porter volontaire à sa place. D'autant que sa sœur est très jeune, elle doit avoir dans les 12 ans, quoi. Donc, voilà, donc elle se porte volontaire à sa place. Donc c'est le pitch de départ de la trilogie Hunger Games. Et il y a un abominable méchant qui est le président Snow, hein, qui dirige ces États. Qui est super bien joué dans le film d'ailleurs par Donald Sutherland. Il est horrible. Et là, en fait, on va suivre l'adolescence, une partie de l'adolescence de. Alors, c'est Coriolanus Snow. C'est horrible, je n'arrive pas à prononcer son prénom. Donc, souvent, il est surnommé Corio, donc on va dire Corio ou Snow. Voilà, donc on va le suivre tout jeune. Alors, ça va permettre de mieux comprendre ce personnage et. Pourquoi les Hunger Games sont pris autant d'importance? Parce que dans la trilogie, la première trilogie, en fait,
Les Hunger Games, c'est un truc hyper médiatisé, tout le monde regarde, c'est un véritable spectacle, alors que le but, c'est qu'ils s'entretuent les uns les autres, quoi. C'est horrible. Mais vraiment, c'est hyper médiatisé. On voit que là-dedans, ça ne l'est pas. On est au lendemain de la guerre, c'est-à-dire que les districts se sont tous rebellés contre... Alors, le district de... où habite Snow, je ne sais plus quel district c'est, je pense que c'est le 1. En fait, les autres districts se sont soulevés contre ce district. Ils ont perdu la guerre et du coup, la répression a été assez importante. Mais ça a laissé tout le monde un peu exsangue. Il y a moins de nourriture, il y a pas mal de gens qui sont morts. Voilà, c'est vraiment tout ce que la guerre peut apporter d'horrible. Et Snow et sa famille ont été victimes de cette guerre, c'est-à-dire que leur district a été assiégé pendant longtemps. Ils ont failli connaître la faim, mais ils n'ont pas eu grand-chose à manger. À savoir que Snow, au début de l'histoire, il ne vit plus qu'avec sa grand-mère et sa sœur. Son père et sa mère sont morts, on saura comment après. Ça permet de mieux comprendre le personnage, pourquoi il est si dur, pourquoi il est aussi impitoyable. Mais c'est vrai qu'il a vécu cette guerre de près, quoi. Il était assiégé avec la peur au ventre, la faim au ventre, ses parents qui étaient morts. C'est pas sa sœur qui vit avec lui, c'est sa cousine, pardon, sa grand-mère et sa cousine. Voilà, donc avec sa grand-mère à protéger. Il était issu d'une grande famille. Alors, son nom est toujours, voilà, la famille Snow est toujours très réputée, mais ils n'ont plus d'argent, hein, ils n'ont plus grand-chose à eux à part un bel appartement qui risque de leur échapper aussi. Et puis, en fait, il veut rentrer à l'académie, voilà, pour faire ses classes, bon, la meilleure école du district. Sauf qu'il est obligé de participer aux Hunger Games en tant que tous les participants aux Hunger Games sont des guides en fait, et lui va se retrouver obligé d'être le guide d'une des jeunes femmes tirées au sort. À cette jeune femme tirée au sort, c'est ils n'ont pas noté son prénom dans le résumé. Comme je ne retiens pas les prénoms, c'est génial. Parce que je vais la retrouver. Ce serait quand même pas mal. Alors. Ça doit être Lucie. Ouais, c'est ça, Lucie, tout simplement. Voilà, et cette jeune fille, alors, elle n'a pas grand-chose pour elle pour se défendre, mais elle a énormément de charme. Enfin, elle arrive à charmer les gens. Elle fait du spectacle, en fait, donc elle charme les gens. On voit que Snow va s'attacher à elle, et puis on va suivre un peu leur parcours. Voilà, donc vous direz, on se doute qu'il va y avoir une petite romance, qu'il y a quelque chose... des choses un petit peu, voilà. J'ai un message qui s'affiche sur mon portable, ça m'énerve quand je parle, ça me perturbe. Voilà, donc on se doute qu'il y a une petite romance qui va certainement se former. Mais pourquoi Snow est devenu cet homme horrible? Alors on a quelques débuts de réponse, hein. Je vous ai dit, il a vécu la guerre et voilà, il a connu le siège de son district, il a perdu bon nombre de gens de sa famille, il a perdu quasiment tout ce qu'il avait aussi en termes financiers, il va peut-être perdre encore plus, il est le seul espoir de sa famille pour pouvoir faire en sorte que sa famille redevienne la famille importante qu'elle était. Et il a toute cette pression sur les épaules et en même temps, il a ces sentiments un peu ambigus qu'il ressent envers Lucie. Et puis, il y a beaucoup de concurrence au sein des jeunes qui veulent intégrer l'académie. On voit aussi que c'est lui qui va commencer à mettre en place des choses importantes pour les Hunger Games, parce qu'à la base, dans ceux-là, alors ce sont les 10e Hunger Games, mais ça se passe dans une simple arène. Alors, c'est une grande arène, mais alors par rapport à la première trilogie, où ça se passe carrément dans des lieux, quoi, dans la nature, c'est dans une simple arène. Donc oui, il y a des lieux pour se cacher, il y a des tunnels, c'est une vieille arène qui a été abîmée, mais quand même, ça paraît dérisoire. Et c'est lui, quelque part, qui va aussi mettre en place des choses pour que les Hunger Games prennent de plus en plus d'importance, notamment le fait que les gens puissent envoyer de l'argent pour aider les concurrents, qu'on puisse voter pour son favori, que ce soit davantage médiatisé, qu'on présente davantage ceux qui ont été tirés au sort. Voilà, c'est lui qui va donner, petit à petit, on voit qu'il a des idées, qui va donner ses lettres de noblesse aux Hunger Games. On suit aussi des personnages qui sont abjects, notamment c'est la professeure, alors, le directeur de l'académie qui ne peut pas blairer Snow. On va comprendre après pourquoi. Il a bien connu le père de Snow, donc on se doute que ça a un lien.
On a aussi, c'est une professeure, je crois, mais elle est complètement horrible. Voilà. Donc il y a pas mal d'aventures. Du coup, je m'étais dit, ouais, est-ce qu'il y avait besoin vraiment de faire un préquel sur Hunger Games? Est-ce que c'est pas encore pour faire de l'argent sur voilà, sur une licence qui a super bien marché. Mais franchement, non, c'est bien fait. Je me rends compte qu'un mois après, je me souviens encore bien de l'histoire et j'ai été assez marquée par le personnage de Snow et c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que pour savoir comment les Hunger Games se sont autant développés, parce à la base, les gens n'ont pas grand-chose à faire des Hunger Games. Mais c'est un moyen effectivement d'avoir la main mise sur les districts. Hein. On comprend bien que voilà, Snow est en train d'apprendre des choses aussi. On comprend bien qu'il va apprendre ce que c'est que le pouvoir, la peur, la domination par la peur. Et ne serait-ce que pour ça, c'est vraiment intéressant de découvrir le personnage de Snow et de voir comment les Hunger Games sont devenus ce qu'ils sont devenus dans la première trilogie. Ensuite, j'essaie de reprendre, je reprends mes petites notes. Ah ouais, alors celui-là, petit bijou, mais est-ce encore nécessaire de les présenter? Il s'agit de Mémoire de la forêt. Il y a un cheveu dessus. Donc ici, c'est le tome 3, L'esprit de l'hiver, de toujours Michael Brun-Arnaud et les illustrations de Sanoé aux éditions de l'École de loisirs, la collection 9. Voilà, c'est toujours aussi magnifique. Les illustrations sont plus belles. Donc là, elles sont un peu plus dans les tons hivernaux, un peu plus bleu, blanche et tout. Enfin, c'est toujours aussi beau et on suit toujours les aventures de Archibald de Renard qui est donc libraire dans la forêt de Belle-Écorce, pardon. Ça a été encore je crois que alors mon coup de cœur restera au premier parce que ça a été une découverte, c'était assez nouveau pour moi, assez novateur qu'on aborde des sujets difficiles pour les expliquer aux enfants, mais qui sont aussi lisibles par des adultes. Donc ça restera toujours le premier. Pour moi, le plus important, voilà, je pense le gros coup de cœur. Bon, là, le quatrième n'est pas encore sorti, il va sortir cette année, puisqu'il y en a un par saison. Donc là, on attend celui de l'été. Le deuxième, j'avais beaucoup aimé. Le troisième, c'est très poignant. Il aborde encore une fois un sujet très difficile que je ne vais pas vous dévoiler ici, évidemment. Mais voilà, je comprends qu'il y ait des gens qui, moi j'ai du mal à pleurer sur un livre. Avant j'y arrivais, maintenant j'y arrive plus. Mais je comprends qu'on puisse avoir une larmichette en lisant. C'est vraiment très beau. Là on va suivre alors toujours Archibald de Renard. On avait découvert dans le précédent tome son neveu Bartholomé. Bartholomé, il a des parents qui sont de grands voyageurs. Il ne peut malheureusement pas les suivre parce que c'est quelqu'un qui est d'une nature assez chétive, qui est souvent malade, voilà, donc il a besoin d'être protégé. On voit d'ailleurs qu'il est un peu moqué par ses copains et qu'il a du mal à se faire des amis, il n'a pas vraiment d'amis. Or, on voit au tout début, ses parents disparaissent. Ils sont partis encore en expédition et malheureusement, ils disparaissent. On voit les parents de Bartholomé ici qui sont pris dans une tempête, on ne sait pas ce qui leur arrive. Et du coup, Archibald de Renard et Bartholomé décident de prendre un train pour partir à la recherche des parents de Bartholomé. Alors c'est tout un voyage assez épique dans ce magnifique train en plus qui a un peu fait, je ne sais pas s'il y a une illustration du train, mais un train un peu à l'ancienne qui est super beau. On a l'impression d'être dans l'Orient Express avec les crimes en moins, quoi, mais voilà, vous avez ces images du train. Puis alors, ils ont plein d'escales, et à chaque escale, je vous jure, ils mangent des trucs, mais vous avez envie d'aller manger avec eux. C'est hyper appétissant, c'est des trucs chauds qui réconfortent. Alors c'est vrai qu'en plus, comme je l'ai lu, voilà, on est en hiver, ça donne envie de prendre un bon petit chocolat chaud, de se mettre bien sous un plaid ou au coin du feu, puis de lire tranquillement. Enfin, j'ai toujours l'impression de retrouver une famille quand je retrouve Archibald Renard et les siens. Et voilà, il va leur arriver plein d'aventures et on va notamment parler d'un mystérieux esprit de l'hiver voilà, qui sera assez dangereux et si vous l'approchez, vous disparaissez. Dans le même temps, Bartholomé va se faire un ami dans le train. Alors je ne sais plus, c'est un ourson qui vit, je vous montre un peu en même temps les illustrations, qui vit dans le train, qui est un passager clandestin en fait. On va comprendre pourquoi il vit là, voilà, au fur et à mesure. Il y a des secrets. En plus, il y a Archibald de Renard qui a décidé d'écrire ses mémoires. Sauf que arrivent deux tortues qui lui disent non mais vous avez plagié notre œuvre, alors que Archibald de Renard écrit l'histoire qu'il a vécue dans le premier volume où il raconte son histoire avec Ferdinand Top qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout, qui est en fait la maladie d'Alzheimer. Et voilà, il est accusé de plagiat, donc il va aussi prouver son innocence. Pourquoi? Alors nous on sait que effectivement c'est pas un plagiat, que ce qu'il écrit est vrai, mais pourquoi ces tortues s'en prennent-elles à lui? Pourquoi est-ce qu'il va réussir à prouver son innocence? Voilà, donc on a plusieurs intrigues et puis
Il y a ce final qui est, voilà, on voit aussi une partie de la vie de l'ourson avant qu'il se réfugie dans le train. Voilà, il a pas eu une vie forcément très facile. Voilà, encore une fois, on est beaucoup autour des thèmes de la famille, de l'amitié, de l'importance d'être unis, des secrets de famille, des maladresses qu'on peut commettre envers ceux qu'on aime, et voilà, et jusqu'où parfois ça peut aller au drame, au drame auquel ça peut mener. Donc vraiment, encore une fois, voilà, une très belle réussite de Michael Brun-Arnaud et de Sanoé. Cette série, je vous la conseille parce qu'elle est... Moi, je ne l'ai pas encore lu avec mes enfants, mais je veux la lire avec eux pour leur expliquer certaines choses quand même. Mais c'est vraiment très beau. C'est vraiment une très, très belle série. Alors, ensuite, je reprends mon petit cahier pour... Alors, on va passer dans quelque chose de totalement différent. C'est L'homme sans sommeil de Antonio Lanzetta aux éditions Mera. C'est un auteur italien. Je l'avais reçu, c'est vrai que je vous ai pas... Non, bah les autres, je ne les ai pas du service presse. Celui-ci, je l'ai reçu en service presse des éditions Mera. On va suivre deux jeunes garçons, alors Bruno et Nino. On est en 1948 en Italie, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont deux orphelins. Alors Bruno, il est malheureusement, il a beau être grand, il a beau avoir 13 ans, il est malmené par ses autres camarades. Il est malmené l'institution, enfin l'orphelinat dans lequel il est tenu par des prêtres et des bonnes sœurs. C'est une horreur, tout ce qu'ils leur font subir. Et il trouve un ami en la personne de Nino, et tous les ans, l'été, chaque orphelin doit aller travailler dans un endroit. Voilà. Eux, ils vont travailler dans une ferme viticole, si je me souviens bien. Donc ils vont partir tous les deux, et là ils vont rentrer dans une maison, ils sont conduits par un homme, le propriétaire n'est pas encore arrivé, ils se retrouvent dans une maison, et bien vite Bruno va faire la connaissance d'une fille à peu près de son âge qui s'appelle Caterina, et voilà, il entend des drôles de bruits la nuit dans cette grande maison, il se passe des choses un petit peu bizarres. Voilà, donc vous savez bien, moi j'aime bien quand il y a des choses un peu étranges, avec des maisons où il se passe des choses très bizarres. On a une forêt aussi pas loin. Voilà, il retrouve une vieille cabane qui a été brûlée, donc on ne sait pas, tout est lié. Voilà. Il y a des choses très intéressantes dans ce roman, et surtout j'ai beaucoup aimé le parti pris voilà, qu'a pris l'auteur par rapport à quelque chose qui concerne Bruno. Je ne vais pas vous le dire pour ne pas vous spoiler, même si les éditions Era en ont pas mal parlé, mais moi je préfère pas vous le dire, je préfère que vous ayez la surprise. Voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, qu'ils abordent ce thème-là, qui n'est pas un thème facile, et qu'ils en fassent autre chose. Ce qui fait qu'on est toujours dans à la frontière du thriller et du fantastique. Et c'est super bien mené, c'est prenant, d'autant qu'il y a double temporalité. Au départ, ça commence avec Bruno, qui est adulte. Enfin, il est même plus qu'adulte, il est pas loin de la retraite, ou il est retraité. On sait qu'il était psychologue ou psychiatre. Voilà, il a des propos un peu étranges, on se pose des questions, et voilà. Et après, on le retrouve, on voit toute son enfance. Voilà, on va le voir avec sa fille, avec sa petite fille. Et puis, à un moment, on va voir aussi une autre temporale, parce qu'il va rencontrer d'autres personnages. Dans ce manoir, il y a l'homme à tout faire, le propriétaire va arriver, il y a l'intendante. Et voilà, et on va aussi retourner sur le passé de ces personnages-là, et on va, voilà, tout à la fin va se démêler, on va comprendre. Voilà, ça se lit bien, on comprend assez facilement, hein. Je vous rassure, c'est pas trop tiré par les cheveux ni rien. C'était vraiment, voilà, c'est la première fois que je lisais cet auteur. Je crois qu'il a au moins écrit un autre roman, Le Mal en Soi, qui a été, c'est pas marqué où ça a été publié. Donc il faudrait que je réessaie, je serais très curieuse voilà, de lire un autre de ses romans, en tout cas celui-ci, voilà, Un tueur qui se nourrit de vos peurs. C'est très bien fait, enfin, voilà, la direction que ça prend m'a beaucoup plu, le thème abordé, comment il est traité, ça m'a énormément plu, et voilà, on est quand même dans quelque chose d'assez sombre en même temps, hein. Voilà, on a deux gamins qui sont quand même malmenés par la vie, donc c'est pas toujours des scènes faciles, mais un thriller psychologique et qui flirte fortement avec le fantastique, qui a vraiment été passionnant à lire. Ensuite, si je ne me trompe pas, je dois passer... Ah oui, celui-ci. Alors
Celui-ci, il va pas être facile à résumer parce que c'est un roman très dense. C'est Gestalt alors attention, le nom de l'auteur, je suis désolée par avance parce que je suis sûre que je vais l'écorcher. C'est Ivan Kwiatkowski. Voilà, c'est aux éditions Le Chant du Cygne. Il m'avait proposé de me l'envoyer. J'ai dit oui parce que j'avais lu Le chemin de la mort poudreuse de chez eux et j'avais beaucoup aimé. On était dans une Uchronie steampunk. Là, on est dans de la dark fantasy. Mais je crois que j'ai jamais rien lu de plus sombre que ça. Enfin, en termes de fantasy, en tout cas, puisque le thème principal, ça va être la mort. La mort et comment les différents personnages du roman vont réagir face à la mort, comment ils vont vivre leur vie. Et ce qui en ressort un peu, c'est, j'ai envie de dire, abandonne tout espoir, quoi. Enfin, c'est pas de moi, hein, c'est, euh, c'est de Milton, Dante, non, je ne sais plus, j'ai un truc, enfin bref. Voilà, c'est vous qui pénétrez dans ces lieux, abandonner tout espoir, c'est avant que, oui, c'est ça, c'est de Milton, je crois, avant qu'il rentre dans, oh, je sais plus. Non, ça doit être 2000 tonnes avant qu'il rentre dans les enfers. Euh, il y a même sur une très belle statue de la porte des enfers qui a été sculptée par Odin. Vous avez cette même phrase: soit toi qui pénètre en ces lieux, abandonne tout espoir quand vous entrez dans les enfers. Et là, c'est un peu ça parce que quelque part, le thème abordé, c'est voilà, on a des gens qui cherchent le pouvoir dans les personnages. Il y en a qui cherchent, il y a des mages, hein, donc qui cherchent encore plus de pouvoir au niveau de la magie. Il y en a qui essaient de vivre, des chevaliers ou des chevalières qui essaient de vivre leur vie avec un sens du devoir chevillé au corps. Vous avez des rois, des princes, donc c'est le pouvoir qui les intéresse, la descendance, c'est savoir ce qu'ils vont, voilà, s'ils vont atteindre le pouvoir. Il y a des guerres. Il y a l'amour aussi qui pousse les gens, mais on se dit à la fin qu'en fait, que tout ça, c'est futilité, on se pose la question du sens de la vie, quoi. Quelque part, qu'est-ce qui peut donner, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut donner du sens à notre vie, parce qu'on se rend compte que voilà, chaque personnage voilà, est dans une recherche, vit sa vie d'une certaine façon, mais on se dit tout compte fait, tout ce qui les attend au bout, c'est la mort, et c'est pas à quoi bon vivre, hein, c'est pas, attendez, mais t'es fait un beau jour tout de suite, mais voilà, ça pose beaucoup de questions sur, voilà, sur la vie, sur la mort. Après, il y a énormément de batailles, énormément de rebondissements, il y a énormément de magie. Voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. C'est pas une réflexion psychologique pendant je ne sais plus combien de pages. Ouais, plus de 300 pages sur la vie, la mort. Mais voilà, on va suivre ces différents personnages qui sont là. Voilà, vous les avez, le personnage là, ses yeux sont crevés en fait. Voilà, c'est un des personnages de l'histoire. En fait, on va suivre deux. Alors au départ, on suit un mage qui vient de perdre la jeune femme qu'il aimait, donc il la conserve dans un cercueil de verre et il part à travers le monde pour trouver un moyen de la ressusciter. Voilà, et on va le suivre, il va rencontrer les différents personnages de Gestalt. Gestalt, c'est le monde simplement dans lequel ils vivent. Et donc il va rencontrer, il y a deux clans ennemis qui se font, voilà, c'est très tendu entre les deux clans. Il y en a qui essaient de faire la paix, il y en a qui voudraient que la guerre. On suit notamment un mage qui est dans chaque camp. Alors les mages, le système de magie est assez particulier. Voilà, ils ont de la magie, mais ils ont dû payer un prix très lourd pour pouvoir avoir accès à cette magie. On suit notamment le mage d'un des royaumes qui est un homme déjà âgé. Enfin, je veux dire, du coup, en faisant ce sacrifice, il a aussi perdu sa femme et son fils qui s'est éloigné de lui. Voilà, c'est assez terrible. Et en fait, n'importe quel être humain peut demander ce que son vœu soit réalisé. Par exemple, vous voulez demander... il y a un personnage notamment qui demande à être le plus fort possible. Oui, son vœu va être réalisé. Bon, je l'ai déjà dit, mais effectivement, quand vous faites des vœux, faites gaffe, parce que quand les dieux vous accordent des vœux, c'est jamais exactement ce que vous voulez. Voilà, et c'est très... Voilà, ils prient, voilà, ils disent, Dieu, donnez-moi telle chose, et oui, ils l'ont, mais le prix à payer est souvent très, très lourd. On va suivre un personnage, d'ailleurs, dedans, qui pour ça, est fantastique, parce que le prix qu'il paye face aux vœux qu'il demande, c'est terrible, c'est terrible. C'est carrément horrible. On va suivre aussi, il va y avoir plusieurs femmes, on va suivre notamment une chevalière enfin une guerrière assez mystérieuse, puisqu'elle a des cristaux dans le corps, elle est à moitié, enfin, elle a du sang de dragon dans les veines.
On va suivre un autre chevalier, pareil, qui est très proche d'elle. Ils forment un trio avec le fils du roi, d'ailleurs. Et par moments, on ne comprend pas toujours. Par exemple, le fils du roi, il commet un acte. Pourquoi il commet cet acte, on ne sait pas. On suit une jeune mage, mais très jeune, c'est une enfant, qui a dû faire aussi un gros sacrifice pour avoir ses pouvoirs et qui a des pouvoirs de visionnaire. Mais oui, du coup, elle prédit aux gens ce qui va leur arriver, mais c'est terrible, quoi. Ils ont beau savoir ce qui va leur arriver, c'est inéluctable, de toute façon, ça arrive. Ils ont beau faire, ils ont beau essayer de se dire, on va essayer de passer outre. Non, ça leur arrive. Alors, encore une fois, les éditions du Chant du Cygne, l'écriture est assez exigeante. C'est-à-dire que le vocabulaire est quand même assez soutenu. Voilà, le style est assez soutenu. Enfin, soutenu, c'est pas non plus illisible, hein, mais voilà, c'est une écriture plus exigeante. Il faut s'y retrouver dans les personnages. On n'a pas un vocabulaire voilà, trop simpliste ni rien, mais c'est, je trouve, ce qui fait aussi la patte de cette maison d'édition. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 romans que j'ai lus chez eux. Je trouve que du coup c'est très prenant, c'est très exigeant, mais du coup vous êtes vraiment immergé dans le récit. Vous vous attachez à tous ces personnages et tout ça pour voir que le destin malheureusement va frapper à la porte et ne va pas les épargner. Voilà. Et à la fin, on termine avec le mage avec lequel on a commencé l'histoire. On va voir ce qui va lui arriver. On se doute que ça va pas bien se finir non plus pour lui, de toute façon, vu la tonalité du récit. Mais on va suivre tous les autres personnages. Il y a une bataille finale qui est tout simplement titanesque, qui est incroyable et qui fout les jetons quand même, faut le dire. Là, on est voilà, en même temps de la high fantasy, c'est-à-dire avec des créatures, tout ça. Donc, il y a des mages, il y a de la magie, mais il y a aussi des créatures. Donc, c'est vraiment un livre, une maison d'édition que je vous conseillerais aussi. Je pense pas qu'ils aient édité beaucoup de livres, mais j'aime beaucoup leur charte graphique qui est assez simple, mais tellement représentative du récit. J'aime beaucoup le précédent, c'était pas le même auteur, hein, Le chemin de la mort poudreuse, mais j'aime beaucoup l'exigence qu'ils ont en termes d'écrit, en termes de thèmes, de ce qu'ils abordent. Voilà, et vraiment, là, vraiment, on est dans de la pure dark fantasy. J'ai lu L'Empire du Vampire qui est classé dark fantasy. À côté, c'est rien, quoi. C'est une balade, je vais pas dire que c'est une balade au pays des bisounours, mais là, franchement, c'est vrai que la dark fantasy, normalement, ça vous interroge sur nos peurs les plus profondes. Et finalement, la mort, c'est une de nos peurs les plus profondes. Donc voilà, c'est sur la mort et aussi sur la vie et sur la valeur de la vie ou son peut-être sa non-valeur ou qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher à des idéaux ou à certaines choses? Voilà, c'est toutes ces questions que ça pose. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. Je pense que je vais encore vous en faire un dernier et après je m'arrêterai là. Ce sera avec la Révolution bleue, La Petite Princesse. Alors c'est une saga, donc le top 1 c'est La Petite Princesse. C'est de Jean-Pierre Gou aux éditions Erol. Alors ça c'est le livre, moi ça m'a plu, mais sincèrement je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. Alors il faut savoir que les éditions Erol étaient spécialisées plutôt dans les livres sur le développement personnel et on ressent un petit peu à la lecture du roman. On va suivre au départ un astronaute qui s'appelle Paul, si je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce que je vais retrouver? C'est ça, Paul, je ne me trompe pas. Et malgré lui, c'est quelqu'un... On est dans un futur pas très lointain. Donc évidemment, la planète Terre commence à se mourir un petit peu. Il y a de moins en moins de ressources. Lui, il est astronaute. Il voudrait sauver celle qu'il appelle Gaïa. Il va être aidé en cela par un couple. Alors le couple, c'est Lucie et Abel. Ils ont aussi, alors ils avaient un ami qui est mort et Paul a recueilli la fille de cet ami mort qui s'appelle Jenny. Gianni. Voilà, et Lucie et Abel vont aussi prendre sous leur aile cette petite fille, d'où le titre La Petite Princesse. La Petite Princesse, ça fait référence aussi à Saint-Exupéry. Il y a beaucoup de références à Saint-Exupéry. Hein. C'est moi qui connais très peu l'œuvre de Saint-Exupéry, j'en ai lu que des extraits, c'est tout. Oui, je n'ai pas lu Le Petit Prince, honte à moi. Il est dans ma palme, mais je ne l'ai toujours pas sorti. Il avait dit, apparemment, il avait écrit une lettre, Saint-Exupéry, avant que son avion se crache en plein océan. Il avait écrit une lettre à son épouse disant qu'il écrirait La Petite Princesse qui lui serait dédiée, en fait. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de l'écrire. Voilà, donc La Petite Princesse, en fait, c'est Gianni et
C'est un roman qui mélange plusieurs genres, donc je pense que c'est pour ça que ça peut gêner. On est quelque part un peu dans de l'anticipation, on est dans de l'écologie, on est limite dans de la SF pour certaines choses, on est dans du fantastique. Voilà, alors, ce mélange des genres peut peut-être un petit peu rebuter le lecteur, je pense. Moi, j'ai bien aimé. Bon, il fait quand même plus de 450 pages. Ça va être une saga, donc il y aura d'autres tomes. À savoir que Jean-Pierre Gou fait partie enfin, est président d'une ONG voilà, qui lutte pour l'écologie. Il a écrit d'autres livres aussi, et voilà, donc ça se ressent fortement dans le roman. On va suivre donc Abel et Lucie qui vont essayer voilà, de faire en sorte que cette révolution bleue qui a été induite par l'astronaute Paul continue à faire des adeptes, hein, c'est-à-dire la révolution bleue, c'est tout simplement pour sauver la planète, la respecter, faire en sorte que voilà que l'humain puisse survivre, parce qu'on se rend compte que ben voilà, sans cette planète, de toute façon, on est appelé à disparaître. Voilà, donc ils essaient de faire en sorte que la révolution continue, c'est une révolution pacifique. Ils sont aidés par des gens voilà, très haut placés, mais ils ont aussi des ennemis très haut placés, notamment en Chine, notamment un homme d'affaires, le père adoptif aussi de Lucie, qui est un peu ambigu. Voilà, donc on va suivre leurs aventures à tous les trois, Lucie, Abel et la petite Gianni. Il y a aussi des passages d'astrophysique, mais qui sont assez abordables, hein. Moi qui ne suis pas scientifique pour dessous, j'ai réussi à comprendre l'essentiel, donc ça va. Donc moi j'ai bien aimé ce mélange des genres, mais après, comme je vous le dis, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Savoir qu'il y a voilà, une patte écologique très importante dans ce roman, qui peut être peut-être un peu redondante, peut-être assénée, peut-être trop souvent, qui parfois peut rebuter. Voilà. Donc je vous laisse sur ce roman-là, je vais vous laisser... j'ai mis mon avis sur Instagram, moi ça m'a plu. Sachez que voilà, je pense que c'est un roman qui peut pour moi diviser, même si j'ai vu que de bons retours pour le moment. On voit pas mal l'auteur passer à la télé parce qu'évidemment il est président d'une ONG qui le lutte pour l'écologie, donc c'est quelqu'un d'assez médiatisé. Mais voilà, après c'est pas pour ça que le roman peut plaire à tout le monde. Donc, à voir si le mélange, voilà, comme ça, écologie, anticipation, SF, fantastique, parce qu'il y a une partie fantastique aussi, mais je ne veux pas trop vous spoiler. Est-ce que, voilà, est-ce que ça peut vous plaire ou pas? Est-ce que le fait qu'on parle beaucoup d'écologie, est-ce que ça peut plaire ou pas? Je ne sais pas, voilà, à chacun d'en décider. Il faut savoir aussi que c'est un très bel hommage à plusieurs grands personnages comme bien sûr Saint-Exupéry, mais d'autres personnages qui ont réellement existé. Et c'est vrai que ça donne très envie en fait, de découvrir les écrits de Saint-Exupéry. Donc voilà, moi je vais vous laisser ici pour cette update lecture. Il y a déjà 5 livres plus un film, c'est déjà pas mal. Voilà, on est à 30 minutes, donc je trouve que c'est pas trop mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. J'ai oublié de prendre... moi j'ai commencé, enfin j'ai presque fini le tome 1 de l'Alliance de Fer, le paria de... Anthony Ryan, aux éditions Bragelonne. Je ne l'ai pas prévu, moi je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les romans dont je vous ai parlé et ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez vu récemment à la télé, au cinéma. Voilà, je vous attends comme d'habitude en commentaire. Je vous souhaite de belles aventures livresques. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!